Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à former les actifs à la transition écologique. Nous sommes ensemble pour 1h15. Juste quelques rappels sur le fonctionnement du webinaire. Vous pouvez à tout moment nous poser vos questions via l'application qui est en bas de votre écran, en bas à droite, et nous reprendrons les questions en fin de webinaire pour apporter les réponses souhaitées. On est ensemble pour 1h15. Je vous propose tout d'abord, on va faire d'abord une présentation de chacun des intervenants. Cécile, je vous propose de démarrer. Merci. Cécile de Caland, donc je suis au Shift Project, ingénieur projet et en charge des sujets de formation justement et d'emploi. J'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus notre association. Bonjour à tous, donc je suis Jalil El-Kabli, je suis responsable du service appui et pilotage des projets à la direction de la formation professionnelle au Conseil régional et en charge du pilotage des grands projets notamment. Merci Jalil. Christophe Courquin, coprésident de Transition Pro de France, donc représentant des partenaires sociaux avec mon coprésident qui est à côté. Bonjour à toutes et tous, Mathieu Tézenas, je suis le coprésident de Transition Pro de France, une association paritaire et je représente le côté patronal. Merci Mathieu. Bonjour à tous, Jean-François Yoche, je suis responsable qualité et développement au sein du réseau Arepo de France et je représente aujourd'hui la Fédération des acteurs de la compétence. Le rapport qui a été publié il y a quelques mois par le Shift Project sur la question de former les actifs pour la transition écologique a mis en évidence l'ampleur des besoins de formation à l'échelle nationale, 6 millions de personnes, 6 millions d'actifs à former sur ces enjeux, avec un zoom en particulier sur les Hauts-de-France, puisque la région Hauts-de-France est particulièrement concernée par ces changements, et mène d'ailleurs une politique, une dynamique REF 3 qui est sur ce champ-là, avec donc des axes qui se concrétisent réellement. Nous en parlerons tout à l'heure. Et nous aurons également l'occasion de voir les autres acteurs de la région, Transition Pro de France, comment matériellement ils déploient cette politique à travers ces dispositifs, et un exemple avec un organisme de formation pour les acteurs de la compétence qui, en interne de sa structure, matérialise cette transition. Je vous propose d'abord de démarrer donc par l'intervention de Cécile de Caland, qui va nous présenter une synthèse du rapport qui a été rendu maintenant il y a quelques mois, avec des éléments focusés sur la région de France. Cécile. Volontiers, merci. Un tout petit mot de présentation donc du Shift Project que je représente. Donc, nous sommes un think tank, pardon pour l'anglicisme, une association de réflexion sur les sujets de décarbonation avec une posture apartisane. Nous sommes une association d'intérêt général. Par exemple, l'ensemble de nos travaux, dont le rapport dont on parle aujourd'hui, sont accessibles sur notre site internet. Et notre mission, c'est d'éclairer les débats sur la transition écologique, mais aussi de pouvoir influencer dans un sens positif les acteurs pour la mettre en œuvre. Quand on parle de contraintes carbone au Shift, il y a deux acceptations et c'est important peut-être de les rappeler ici. Sur les enjeux climat, je crois que maintenant chacun et chacune est consciente de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour modérer le réchauffement climatique. Mais il y a une deuxième contrainte importante au niveau du carbone, c'est celle de la disponibilité limitée des ressources en énergie à laquelle nous devons aussi préparer notre économie. Alors, donc association, nous avons une organisation en bureau, on connaît souvent notre président Jean-Marc Jancovici qui vulgarise beaucoup ces sujets, une petite équipe salariée d'une trentaine de personnes et qui s'appuie également sur un certain nombre d'experts externes, chefs de projet qui travaillent avec nous, mais également dans les secteurs professionnels que nous recherchons. Et puis une association sœur, les Shifters, une association de bénévoles, vous voyez, beaucoup plus nombreux, qui nous aident à relayer, porter ces messages sur tout le territoire français, même un peu au-delà. Donc, nous publions à intervalles réguliers des rapports qui peuvent concerner un secteur donné, l'industrie, tout prochainement, sur un sujet qui peut intéresser, celui de l'intelligence artificielle. Nous publions nos travaux le 1er octobre, l'agriculture, qui est importante dans votre région, qui a fait l'objet d'une publication à la fin de l'année dernière. Et puis, il y a aussi des sujets transversaux qui se dégagent et qui sont importants par rapport à la transition écologique, les sujets de territoire et de résilience des territoires, mais également la question de l'emploi et de la formation à laquelle nous avons dédié un programme. Et je précise aussi que nous sommes financés par nos membres et des partenaires qui peuvent soit accompagner le Shift sur le long cours, soit accompagner certaines études, tout en restant au niveau de l'association pleinement responsable des contenus que nous écrivons.
Alors, ce que je vous propose de vous présenter dans cette petite demi-heure qu'on a passée ensemble, c'est d'abord la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place cette étude, un petit mot sur la méthode suivie, et puis ensuite de pouvoir vous dire les constats qui sont importants pour nous, les enjeux auxquels la formation continue peut répondre pour faire face à la crise climatique, également où on en est aujourd'hui, et puis un certain nombre de propositions. Et j'aurai l'occasion de contextualiser ces propositions autour de l'exemple des Hauts-de-France qui nous a pas mal inspiré dans la rédaction de ce rapport. Alors, vous allez un petit peu vite pour moi, nous avons souhaité mener cette étude pour vraiment mettre à l'agenda des acteurs de la formation continue le sujet de la transition écologique, qui n'était pas forcément un sujet dont ils s'étaient emparés. Et ça suppose déjà de leur donner des éléments de compréhension, un vocabulaire, une grille de lecture de ce sujet, et puis ensuite donc de mener cet état des lieux et ces leviers que je vais vous présenter. Quand je parle d'écosystème de la formation continue, vous allez le voir tout de suite, on sait que la formation continue en France, c'est un vaste monde qui mobilise un grand nombre d'acteurs et nous avons souhaité embrasser tout ce vaste écosystème. Donc, on s'est intéressé à la fois du côté des apprenants, aux apprenants qui peuvent être en poste, qu'ils soient salariés du privé, agents dans le public, qu'ils soient en recherche d'emploi ou qu'ils soient travailleurs non salariés. En revanche, nous ne nous sommes pas intéressés à la formation initiale ni à l'apprentissage, qui est un peu à cheval, qui a bien sûr un rôle à jouer, mais qui n'est pas l'objet de ce travail. Nous sommes intéressés à toute la diversité des organismes de formation. La grande majorité en nombre, ce sont des formateurs et des formatrices indépendants, mais il y a bien sûr des acteurs de plus grande taille, publics et privés, et des acteurs qui sont aussi intégrés au sein des entreprises et qui sont particulièrement intéressants par rapport à notre sujet. Les entreprises, justement, là aussi, dans leur diversité de taille, de secteur. Et donc, nous avons aussi souhaité aller à la rencontre des branches professionnelles, représentées ici aujourd'hui, tant du côté donc, employeur que du côté salarié. Il y a un acteur particulier, ce sont les opérateurs de compétences, les OPCO, qui sont justement à point de rencontre entre ces branches professionnelles et puis les acteurs publics. Donc, une dernière catégorie d'acteurs dans l'écosystème qui nous intéresse à plein de titres. Ils sont employeurs, ils sont régulateurs, ils sont financeurs et ils sont aussi, et merci au C2RP qui sait bien ça, qui sont aussi prescripteurs, accompagnateurs vers l'emploi et vers la formation, donc très important. En termes de méthode, alors on aime bien les approches très quantitatives et chiffrées au Shift, mais quand nous avons démarré cette recherche, nous sommes aperçus qu'il y avait très peu de données pour pouvoir apprécier l'effort de formation pour la transition écologique. Et donc, par la force des choses, nous nous sommes appuyés essentiellement sur des approches qualitatives, ici des entretiens, des focus group, mais également une consultation qu'on a menée avec l'appui de BVA People Consulting auprès des gens qui achètent la formation pour leur entreprise ou leur établissement public, que ce soit de la fonction RH ou des dirigeants. Donc, ça fait plusieurs centaines de personnes qui nous ont permis de construire cette analyse. Alors, nous affirmons avec force que nous ne ferons pas la transition écologique sans la formation continue. Pourquoi? 3 raisons à cela. D'abord, et Yves le disait dans son introduction, on a besoin de compétences pour réussir la transition écologique. On a besoin de 3 types de compétences que vous voyez représentées ici. On a besoin de changer la façon de mettre en œuvre son métier. Un exemple classique, c'est dans les métiers du bâtiment, on le voit bien, les professionnels doivent apprendre à utiliser des matériaux nouveaux, mettre en œuvre des gestes nouveaux. Mais c'est vrai aussi dans des métiers plus serviciels auxquels on pense moins. Par exemple, dans le soin, pour se préparer à l'adaptation au réchauffement, qui va amener de nouvelles pathologies, de nouvelles problématiques. Les professionnels de santé ont eux aussi besoin de se former. On a également besoin de compétences transverses. C'est des compétences que la formation sait développer depuis longtemps et qui sont nécessaires à toute transformation majeure. L'accompagnement du changement, la communication, le leadership. Pour donner un exemple, dans les métiers de la logistique, on a besoin beaucoup plus de co-construire avec ses clients, avec ses concurrents, des solutions qui vont permettre de la multimodalité dans les approvisionnements et les transports. Et puis enfin, on a besoin d'un socle de connaissances, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre ce que cette transition écologique va changer pour la société, bien sûr, au sens large, mais aussi pour son secteur. Quelles sont les règles, les nouvelles normes qui s'appliquent, les nouveaux comportements des consommateurs. Deuxième enjeu, c'est un enjeu qui concerne les volumes d'emploi.
Du fait de stratégies de décarbonation que nous avons besoin de mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone que vise notre pays à horizon 2050, il y a des secteurs où nous allons avoir besoin de beaucoup plus de gens. Vous les connaissez bien dans les Hauts-de-France. Ce sont des secteurs qui sont liés aux énergies décarbonées, au transport décarboné. Dans les pratiques agricoles, la mise en œuvre de l'agroécologie nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre. En revanche, la transition écologique peut aussi amener, toujours dans le champ agricole, la réduction d'un certain nombre d'effectifs sur l'élevage, par exemple, qui est plutôt en tendance réduite. Du côté des métiers où la transition écologique pourrait amener des contractions d'emploi, on pense aussi, par rapport à des secteurs qui sont représentés dans votre région, à la métallurgie, l'industrie du verre, extrêmement carbonés, qui ont besoin également de revoir leur processus et vraisemblablement leurs effectifs. Le secrétariat général à la planification écologique estime que sur les secteurs clés de la transition écologique, on a besoin de se préparer à former près d'1 million de personnes à horizon 2030. 2030, c'est demain pour les professionnels de la formation. Et très important à avoir en tête, sur ce chiffre, plus de 90% sont des ouvriers et des techniciens. Un troisième enjeu, la formation, ce n'est pas simplement un sujet d'adéquation avec des besoins de main-d'œuvre, c'est aussi un outil d'émancipation, de transformation sociale. La formation, ça peut permettre les transformations culturelles que nous avons besoin de mettre en œuvre dans les entreprises pour permettre aux équipes de s'approprier des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de travailler. C'est aussi un moyen pour chaque citoyenne, chaque citoyen de se sentir un peu plus armé, de se reconnecter avec ce qu'il peut faire, quel est son pouvoir d'agir face à cette crise qui sinon peut nous laisser dans un sentiment d'anxiété important. Alors, par rapport à ces enjeux, quand on regarde un petit peu où en est l'écosystème que je vous ai présenté tout à l'heure, le constat, malheureusement, c'est qu'on n'y est pas encore et que le fonctionnement est à la traîne à plein d'égards. Et vous voyez ici rappelé que pour mettre en œuvre une action de formation, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, mais d'une région ou d'une filière professionnelle, il y a un certain nombre d'étapes à suivre qui sont évidemment coûteuses en temps. Et je vais vous détailler pour chacune de celles-ci pourquoi nous affirmons aujourd'hui qu'on n'y est pas encore complètement, même s'il y a des initiatives. On va commencer par regarder le sujet de l'identification des besoins en compétences, un sujet qui doit être cher au C2RP. Pour identifier des besoins en compétences, on va s'appuyer sur quoi? On va s'appuyer sur les stratégies d'une entreprise, d'une filière, d'une région. Et puis, on va s'appuyer aussi sur ce que la prospective peut nous dire de ce qui se transforme dans les métiers du transport, dans les métiers du bâtiment dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on voit, c'est que cette matière prospective, aujourd'hui, elle est disponible. Beaucoup d'OPCO, notamment, ont mené des études pour évaluer plus finement l'impact de la transition sur les métiers et les compétences. La difficulté, c'est que ces études ne redescendent pas sur le terrain. Elles sont très peu connues dans les entreprises, qui donc ne les utilisent pas pour construire leur plan de développement des compétences. Elles sont trop peu connues des organismes de formation qui ne l'utilisent pas non plus pour faire évoluer leur offre. Alors, c'est un sujet, et je suis très contente d'avoir des représentants des partenaires sociaux ici, qui est éminemment de leur responsabilité dans le dialogue social, qu'il soit au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a encore aujourd'hui trop peu d'accords négociés, même de dialogues engagés sur ce sujet, alors que le cadre réglementaire, l'accord national interprofessionnel d'avril 23, le prévoit très largement. Et les partenaires sociaux en sont conscients. Ils voient bien qu'ils ont un rôle à jouer, mais ils disent aussi qu'ils ont besoin de se former pour mieux maîtriser ces enjeux. Enfin, du côté des entreprises, dans la consultation que nous avons menée, vous voyez que sur la pyramide, les 3 niveaux de compétences que je vous ai présentés précédemment, c'est moins d'un tiers qui repèrent des compétences dont ils auraient besoin pour leurs salariés pour préparer la transition écologique. On est loin du compte. La demande. Alors, la demande, c'est très critique en matière de formation continue. On peut dire qu'elle mène ce marché. Et ici, ce qu'on constate, tant du côté des actifs que des entreprises, c'est qu'elle est encore très faible, la demande. Les actifs, quand ils sont interrogés dans des baromètres, vont dire qu'ils sont conscients que la transition écologique va changer leur travail et leur métier. Mais vous voyez, dans le compte personnel de formation, autour d'1% des dossiers sont utilisés pour développer des compétences de l'ordre de celles qu'on a présentées. Et du côté des entreprises, il se passe la même chose. Elles nous ont répondu que oui, la transition écologique, ça allait avoir un impact important sur leurs ressources humaines. Vous voyez, près des 3/4, mais seulement 37% ont mis en place des formations métiers en lien avec ces transformations au cours des 2 années passées. Donc, par rapport à ce décalage, on a vraiment besoin que les prescripteurs, les financeurs, puissent accompagner la maturité de cette demande
pour qu'elles s'activent un peu plus. Les OPCO jouent un rôle très important. Une mission particulière leur a été confiée par la loi Climat Résilience à cet égard, et donc ils ont déployé des diagnostics, toute une offre de services et d'accompagnement pour leurs adhérents sur ces sujets. Il y a des régions, et Djalil nous parlera de ce que fait la vôtre, mais il y a des régions qui donnent des incitations particulières. En Occitanie, on a droit à un supplément de rémunération quand on est demandeur d'emploi et qu'on se forme à un métier de la transition écologique. Et puis, il y a aussi des accompagnateurs qui commencent à se former. Notons l'initiative de l'APEC, par exemple, qui forme ses conseillers pour pouvoir parler transition écologique avec chaque cadre dans un nouvel entretien d'accompagnement. Alors, du côté de l'offre, les organismes de formation, typiquement, attendent cette demande, qui n'est pas encore au rendez-vous, tout en se disant prêts à faire évoluer leur offre. Et ils voient quand même apparaître de plus en plus dans les cahiers des charges des exigences relatives, alors pas toujours strictement à la transition écologique, ça peut être plus largement des exigences RSE, qui vont les faire également bouger sur ce sujet. On a un peu schématiquement 3 cas de figure. Vous avez des gros organismes publics, je pense à l'AFPA, par exemple, mais également au CNAM, qui ont des initiatives tout à fait volontaristes pour monter des dispositifs de formation innovants par rapport à ces besoins. Du côté des gros acteurs généralistes privés, en revanche, ce qu'ils nous ont dit majoritairement, c'est que leurs clients n'étaient pas demandeurs sur ces sujets-là. Et enfin, on voit apparaître un certain nombre de spécialistes émergents. Je pourrais vous citer, par exemple, dans l'accompagnement des dirigeants, la Convention des entreprises pour le climat, sur les métiers du bâtiment à nouveau, Terra Academia ou la Solive, qui là rencontrent bien une demande des apprenants et peuvent amener vers une bonne insertion, une bonne mise en pratique de ces compétences. On nous a beaucoup dit, et dans votre région comme ailleurs, qu'on était confiant, on a toujours confiance que les organismes de formation vont s'adapter. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas oublier le temps nécessaire pour cela, et notamment, c'est pas facile de recruter des formateurs et des formatrices déjà, et des formateurs et des formatrices qui maîtrisent ces nouvelles compétences, ça en demande encore plus, donc ce n'est pas à oublier. Alors, en termes de mise en œuvre, ce qu'on constate principalement, c'est que la mise en œuvre aujourd'hui, vous voyez dans ce que nous ont dit les répondants à notre consultation, elle va porter sur des actions très courtes qui sont plutôt du registre de la sensibilisation que du registre de la formation. Et ça, c'est pour les actifs en poste. Les formations plus longues, on va les trouver plutôt dans des actions à destination des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, et donc financées par des acteurs publics. Il y a des exceptions. J'avais noté dans votre région le cas du dispositif C'est décidé, dans le Dunkerquois, qui, pour des salariés et des demandeurs d'emploi, propose des actions de formation, je dirais à la fois relativement courtes, on est sur 30 à 70 heures, mais ça va au-delà des quelques 2 jours qu'on va trouver classiquement, voire une demi-journée en entreprise. Autre souci dans les formations qui sont mises en œuvre, c'est les publics. Comme vous le voyez, vous vous souvenez, plus de 90% des personnes que nous avons besoin de former pour la transition écologique occupent des emplois d'ouvriers et de techniciens. Mais qui bénéficient des formations aujourd'hui, ce sont les cadres, les équipes de direction et beaucoup moins les autres catégories professionnelles. Donc là, il y a un décalage qui doit nous préoccuper. En termes de mise en pratique, c'est toujours difficile d'évaluer les effets d'une action de formation. Et ce qu'on veut vraiment ici, c'est de voir une décarbonation des pratiques, c'est de voir des émissions de gaz à effet de serre qui baisseraient suite à nos formations. Alors là, sur une base déclarative, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises qui avaient mis en œuvre des actions de formation pour la transition écologique voyaient des effets marquants sur l'implication de leurs salariés. Ce troisième enjeu, embarquer les équipes, là, ça semble vraiment répondre aux besoins. Et ils sont également assez optimistes sur le fait que ces formations permettent de changer les pratiques, permettent de réduire l'impact environnemental de leur entreprise ou de leur organisation. J'ai en tête un exemple que j'aimerais vous partager dans le secteur de l'entretien, où une formation à utiliser des produits plus respectueux de l'environnement a permis des réductions de consommation tout à fait remarquables, mais a également eu des bénéfices sur la santé des employés de ce secteur. Donc on voit ici un résultat très concret et très positif. Dernier volet, et celui-ci me préoccupe un peu plus, c'est la question de former pour sécuriser les parcours. Vous voyez que c'est un enjeu qui est peu présent dans le discours des personnes qu'on a rencontrées, alors qu'il est majeur quand vous pensez au volume d'emplois qui vont être amenés à se transformer.
Alors, les Hauts-de-France en particulier, je parle ici évidemment avec des personnes qui connaissent mieux la région que moi. Et je précise que nous avons fait 3 focus dans le rapport. Un sur votre région, parce que cette échelle était importante. Un sur la filière automobile, qui est par ailleurs également assez bien présente dans votre région, mais que nous avons considéré ici au niveau global. Et puis un sur un organisme de formation, qui est le Centre national de formation des agents de la fonction publique territoriale, et qui a de façon très systémique mis en œuvre une véritable ambition écologique dans sa façon de faire de la formation et les formations qu'elle propose. Il y a des points communs entre ces 3 offres et je vais vous donner quelques exemples spécifiques à votre région. Les points communs, c'est que les formations qui sont mises en œuvre ici dépassent très clairement le stade de la sensibilisation et vont bien sur les 3 étages de notre pyramide et vont concerner des besoins métiers qui sont bien repérés. Et cela se fait notamment, et je sais que vous avez à cœur cette stratégie ici dans les Hauts-de-France, par la coloration. La coloration, c'est vraiment de partir de l'existant, ne pas réinventer l'eau tiède parce qu'on n'a pas le temps. Souvenez-vous, 1 million de personnes à former d'ici à 2030. Et encore uniquement sur une partie des secteurs économiques. Donc colorer, c'est une bonne stratégie aussi pour avancer et capitaliser sur l'existant. Deuxième condition essentielle, c'est la question d'avoir un cap clair. C'est d'avoir une stratégie. Vous avez REF3, Jalil, vous allez certainement en parler, et clairement, ça oriente tout le travail de construction de votre plan régional de formation. Vous avez des financements fléchés. Je pense notamment au FNE, au financement de Transition Pro, mais également, je crois que vous avez abondé un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, qui permet d'aller plus loin aussi par rapport à ces besoins-là. Le levier réglementaire, ma foi aussi, il a toujours bien marché en matière de formation et ça marche aussi. Quand la filière automobile sait qu'en 2035, il faut arrêter de vendre des voitures à moteur thermique, il faut préparer. Et ce cap-là a clairement mis en mouvement les acteurs de ce secteur. Et justement, cette approche par filière, et je crois que vous avez aussi su la mettre en œuvre dans la région, je pense notamment à la filière nucléaire, qui s'est organisée autour notamment de l'Université des métiers nucléaires, mais en réunissant beaucoup d'entre vous. Et puis, je pense aussi à la filière du recyclage et de la ressourcerie, pour laquelle a été créée, avec la Fédération professionnelle et l'AFPA, une école dédiée qui répond à ce besoin. Et donc ça, c'est aussi cette 3e condition de réussite. Et merci de nous avoir réunis tous ensemble ici, parce que vous soutenez mon propos, qui est de dire il faut y aller ensemble. Parce que sinon, on s'attend tous. Et en matière d'action climatique, on connaît bien le phénomène du triangle de l'inaction. Les citoyens attendent les entreprises attendent l'État, etc. Tout le monde s'attend et personne ne bouge. Donc, pour sortir de cette inaction, il faut vraiment se mettre en marche tous ensemble. Et ça suppose du dialogue. Vous allez nous parler du dialogue partenarial, je pense au niveau de l'association Transition Pro, mais j'ai relevé aussi la démarche de support de dialogue prospectif qui avait été menée chez vous au niveau du Cambrésis et je crois de la métropole de Lille, qui sont réellement très intéressantes pour mettre en œuvre cette dynamique. Alors, moi, je suis très impatiente de vous écouter parce que quand j'ai mené des entretiens avec plusieurs d'entre vous et aussi d'autres acteurs de la région, j'avais relevé des actions qui commençaient à se mettre en place, un nouveau volet du plan régional de formation autour des filières d'avenir. Donc, vous allez sûrement nous dire quelque chose avec, on le sait, ces marchés, ils sont longs à mettre en place. Donc, il y a vraiment un enjeu de rythme de déploiement pour aller à la vitesse des entreprises, qui n'est pas la même. Et cette question de rythme, elle est toujours complexe pour que la formation soit ni en retard ni en avance. Un problème qui n'est pas propre à votre région, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de ces métiers ici, de métiers de la transition écologique, qui sont des métiers qui souffrent d'un déficit d'attractivité dans l'industrie, dans les transports, dans le bâtiment, dans l'agriculture. Et là, on sait qu'on a besoin notamment de tous les acteurs de l'orientation, des acteurs du conseil en évolution professionnelle, mais malheureusement, ce dispositif même, il est trop méconnu des actifs. Donc, comment outiller ces acteurs-là? J'avais la chance de pouvoir en échanger avec justement le réseau Avenir Actif et France Compétences récemment, avec un réel intérêt, mais un besoin de donner des outils. Je vois que Yves en prend note. On reviendra éventuellement si on a le temps. Très volontiers. Il y a la question des TPME. Et c'est vrai que les démarches de filière et les démarches de stratégie avec des caps que vous avez, souvent elles permettent de bien écouter, de bien capter,
de gros mouvements, des grosses entreprises. Alors quand ça bouge chez Renault, chez Arcelor, etc., on va pouvoir se mobiliser. Mais vous avez aussi tout un tissu d'entreprises plus petites qui ne sont pas forcément dans ces secteurs clés. Et comment faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Et là, Mathieu et Christophe, vous m'aviez parlé d'un dispositif qui démarrait et dont je suis curieuse d'avoir des nouvelles pour justement adresser les besoins de ces plus petites structures. Et puis, on avait aussi échangé avec plusieurs organismes de formation. Et j'ai dit tout à l'heure la confiance qu'ils avaient en leur capacité à monter à niveau. Et du coup, moi, je questionne aussi, peut-être qu'on en reparlera, voilà, les actions de formation qui sont à mener au sein même de ces organismes pour préparer la capacité de formation dont nous avons besoin. Alors, sur la base de tous ces constats, dans votre région, mais bien au-delà, nous avons formulé un certain nombre de leviers pour faire bifurquer la formation continue, puisqu'on a besoin d'elle. Vous en voyez 7 de ces leviers, mais ces leviers nécessitent une même clé de voûte. Nous avons besoin d'un plan. Nous avons besoin de planifier la transition écologique. On ne forme pas pour le plaisir de former, on forme parce qu'on sait dans quelle direction on va. Donc ça, c'est une nécessité à l'échelle, évidemment, de notre pays tout entier, mais qui se décline ensuite par région, par secteur professionnel et au sein de chaque entreprise. Ces 7 leviers, je vais les passer rapidement en revue et puis je ferai un focus plus particulier sur 3 d'entre eux. Le premier, c'est de mobiliser les décideurs. Évidemment, ils ont un pouvoir et c'est intéressant de noter qu'ils ont été parmi les plus formés sur le sujet. Ils ont un pouvoir particulier pour mettre en œuvre ces stratégies, donc nous donner aussi le cap. Mais souvent, dans les actions qui sont menées à l'attention des décideurs, le volet « qu'est-ce que ça va changer sur les emplois au sein de mon entreprise ? Qu'est-ce que ça va changer aux compétences de mes équipes ?» est peu abordé. Je pense à un contre-exemple du côté du MEDEF dans les Pays de la Loire, qui a mené une action justement dédiée sur ce sujet-là, mais je ne pense qu'à un seul exemple. Donc, je crois qu'on a besoin de multiplier les initiatives de ce type et surtout de sensibiliser les dirigeants au risque de l'inaction. Vous avez peut-être suivi la semaine dernière la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui nous dit que ça va nous coûter 10 fois plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose. Donc, les coûts de l'inaction sont très élevés et je pense que les décideurs économiques, notamment, ont bien ces éléments-là en tête. Deuxième volet, le dialogue social. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'était trop peu investi de ce sujet-là. Or, il a vraiment un rôle important à jouer à plein de niveaux. C'est dans les entreprises. Comment on se parle de la façon dont les emplois, les compétences vont se transformer et comment on actionne ça. C'est aussi au niveau des branches professionnelles, bien évidemment, mais dans tous les espaces paritaires qui sont nombreux dans le champ de l'emploi et de la formation et qui peuvent justement assurer une prise en compte réelle en remontant les besoins du terrain par rapport à ces sujets-là. Sans oublier, et ça c'est une recommandation qu'on va trouver de façon transversale, de pouvoir former les protagonistes de ce dialogue social pour pouvoir vraiment saisir les leviers qui sont les leurs. Troisième volet dont je vous parlerai plus finement par la suite. Un quatrième volet qui concerne la professionnalisation de l'achat de formation. Ce qu'on a constaté en étudiant un certain nombre de cahiers des charges, en écoutant acheteurs et prestataires de formation, c'est que souvent aujourd'hui, l'exigence environnementale dans un achat de formation va porter sur des obligations de moyens. Est-ce que vos formateurs et vos apprenants circulent dans des véhicules décarbonés ? C'est important. Bien sûr, ça peut avoir une contribution et les organismes de formation, comme tous les autres, ont besoin de réduire leur empreinte carbone. Mais il y a des points sur lesquels les organismes de formation peuvent beaucoup plus pour la transition écologique, je vous le dis depuis le début de cette présentation, et ceux-ci ne sont pas présents aujourd'hui comme critères d'achat. Est-ce que les organismes ont bien intégré les éléments de prospective des métiers auxquels ils préparent ? Est-ce qu'ils ont pu engager sur un référentiel de formation qui est Verdi. Vous voyez, tous ces éléments-là sur le fond, le contenu des formations nous paraissent beaucoup plus importants à intégrer et je suis ravie que les acteurs de la compétence aient engagé un travail en cours avec de nombreux autres acteurs sur ce sujet. Développer des ingénieries pédagogiques qui favorisent le passage à l'action. Je pense que Jean-François en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. On ne peut pas former tout le monde à la transition
en vidéo. On ne va pas faire la transition derrière nos écrans. On a besoin de formation en situation de travail. Je crois qu'il y a eu des initiatives très intéressantes d'ailleurs dans la région sur ce sujet-là, près du travail, près du terrain, qui permettent de préparer la mise en pratique des compétences pour que ce soit effectivement transformatif. Et avec des durées suffisantes, on ne développe pas de compétences de métier en moins d'une journée, tout simplement. Et puis, je vais vous redétailler le 6 et le 7. Donc, peut-être en repassant par la transformation de l'offre, on a besoin de transformer massivement l'offre de formation continue. Et le point n'est pas de rajouter des actions avec transition écologique dans le titre. Le point est bien d'intégrer, et même en utilisant le moins possible ce terme que j'ai tout le temps à la bouche, pour être très concret sur les enjeux métiers auxquels on sert. Quand on parle à des personnes qui gèrent un bâti immobilier, il faut qu'on leur parle performance énergétique. Quand on parle à des acheteurs, il faut qu'on leur parle approvisionnement en circuit court. C'est vraiment traduire tous ces enjeux très concrètement dans le langage du métier. Former concepteurs et animateurs de formation, et pour cela pouvoir s'appuyer aussi sur des experts pour s'assurer que la qualité des formations est réelle et forte. Et puis, un point qui nous tient à cœur, parce qu'on sait aussi que dans les grands sujets aujourd'hui du secteur de la formation, il y a le sujet, alors la digitalisation, c'est déjà complètement rentré dans les pratiques, mais il y a le sujet de l'IA en formation. Et là, je crois qu'il y a besoin de réfléchir à la fois à l'utilisation du numérique et de l'IA dans nos pratiques de formation. Quel est l'usage juste, puisque ces pratiques et l'IA générative notamment ont un impact environnemental extrêmement élevé, et aussi parce que c'est une occasion de sensibiliser de nombreux apprenants à ce volet. Le pilotage territorial est un levier qui me tient tout particulièrement à cœur. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose à jouer au niveau des territoires. D'abord parce que c'est le bon niveau. Nous, on regarde les choses de façon très macro, mais la façon où ça se passe, le besoin en compétences, l'offre de formation, la transformation dans les organismes, dans les entreprises, c'est bien sur le territoire. Et justement, on a la chance d'avoir, au niveau de la région, un cumul des mandats qui concernent l'emploi et la formation professionnelle et la planification écologique. Donc vraiment, nous, ce qu'on appelle, c'est de mettre autour de la table, dans une instance, qui peut être les CREFOP, je crois que chez vous, ça s'appelle le corps à présent, voilà, qui réunissent déjà les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle, mais en invitant aussi vos spécialistes de la planification écologique. Ça peut être également, nous avons la COP, la conférence des parties, qui se décline aujourd'hui au sein de chaque région et qui, déjà dans un certain nombre de régions, construit sa feuille de route emploi-compétences. On a vraiment besoin d'avoir ce casting-là réuni autour de la table pour avancer. Et puis, ça ne se passe pas qu'à l'échelle régionale, et vous le savez très bien, le niveau du bassin d'emploi, il est particulièrement clé. Et je crois que vous avez mené d'ailleurs une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales dans le Dunkerquois, qui l'illustre tout à fait. Et puis, un dernier levier qui concerne l'orientation. On est au Carrefour F. Donc, j'espère que vous êtes un certain nombre là à nous écouter, porteurs de ces métiers. Et je crois que vraiment, pour que vous puissiez aider les actifs à s'orienter vers les opportunités de la transition écologique, il faut pouvoir aussi vous former, vous outiller. Alors, c'est orienter les personnes, mais c'est aussi orienter les ressources financières. Et nous appelons de nos voeux à vraiment orienter encore plus fortement, mais Djalil, vous allez nous le dire, comment vous le faites, les moyens, et notamment des moyens de formation reconversion. Donc là, c'est également ATPro qui peut jouer un rôle vers les métiers de la transition écologique. Et puis, pour une fois qu'on a un levier qui ne coûte rien, arrêter de financer les emplois, les formations pour des emplois dits bruns, c'est-à-dire des emplois qui ne sont pas des emplois d'avenir, des emplois où les personnes sont menacées, peut-être auront-ils un emploi parce qu'à l'instant T, il y a des tensions de recrutement, mais à terme, ce sont des emplois qui sont menacés et je pense que c'est important aussi que les actifs en soient conscients et préparés. Je crois que voilà, et vous retrouvez tout ça sur notre site avec notamment, parce que si vous n'avez pas forcément envie de lire un rapport de 140 pages, une synthèse et puis des fiches pratiques à destination de toutes ces catégories d'acteurs qui sont importantes et qui ont besoin de se mobiliser. Merci Cécile. Tout à l'heure, j'ai noté justement qu'il fallait outiller les acteurs du conseil en évolution professionnelle. Et j'ai envie de dire, nous sommes en train de le faire. Absolument. Puisque derrière votre écran, vous avez un certain nombre d'acteurs, de conseillers du conseil en évolution professionnelle, et grâce à ce webinaire, peuvent avoir de l'outillage. Je vais proposer de passer la parole à Djalil El-Kabli pour la région de France, et plus particulièrement, Cécile en a parlé, la région de France est en pointe sur ces sujets.
Il y a une dynamique Rêve 3. Comment elle se traduit sur les sujets emploi, formation, compétences? Jalil. Merci Yves. Peut-être pour rappeler la genèse de ce qu'on a pu mettre en place sur Rêve 3. Comme vous le savez, Rêve 3, c'est le marqueur de toutes les politiques publiques régionales. Et c'est effectivement un étendard de la région Hauts-de-France, qui est fortement porté par le président de région et par Frédéric Moy, qui est président Rêve 3. On est très content d'ailleurs aujourd'hui d'être avec Cécile Decalin, qui nous a fait effectivement l'honneur d'être présente aujourd'hui, et surtout que la région Hauts-de-France soit vraiment mise en avant sur tout ce qu'elle peut faire. Alors, sur ces sujets-là, j'ai envie de vous dire, il faut être extrêmement humble. C'est-à-dire qu'on a effectivement, par la force des choses, un peu essuyé les plâtres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, sur la vallée de la batterie, comme l'implantation des gigafactories, ça a été à la fois compliqué, mais c'est un beau terrain d'apprentissage en ce qui concerne les transitions. Effectivement, on se rend compte qu'il fallait anticiper les besoins en compétences et bien en amont. Est-ce qu'on l'a bien fait sur les gigafactories? Je pense qu'on l'a fait de manière assez dégradée parce qu'effectivement, quand une nouvelle industrie s'installe sur un territoire, vous interrogez les entreprises, elles n'ont pas forcément une lecture très précise de leurs besoins et ça ne va pas forcément les traduire en besoin de formation. Donc, on a effectivement passé un temps particulier pour aider ces entreprises à pouvoir le faire. Deux, la question des reconversions professionnelles, mais je pense que Christophe en parlait. Comment on fait en sorte que certains sites qui sont en difficulté, on permette aussi à ce salarié de rebondir dans d'autres secteurs qui sont des secteurs plus d'avenir. Donc, effectivement, sécuriser les ruptures et sécuriser les parcours professionnels des salariés, parce que c'est aussi un enjeu pour la région. Il y a un autre sujet que vous avez évoqué, c'est la question de l'accélération des transformations. On le voit, les transformations s'accélèrent. Il faut effectivement qu'on puisse répondre dans le bon tempo, parce qu'il y a une question de tempo. Il y a une question de maturité des filières, il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut les former pas trop en avance, voilà, parce que du coup, il y a aussi un sentiment de déperdition. Et donc, il faut trouver le bon tempo. Et pour trouver le bon tempo, il faut être en dialogue permanent avec les entreprises du territoire. Et en dialogue permanent avec les branches, les organisations professionnelles. Et ça, c'est important qu'on le fasse dans le cadre des instances partenariales. Et c'est ce qu'on fait en Hauts-de-France. Peut-être pour poursuivre un peu les enjeux de la feuille de route métier d'avenir F3. Nous, il y a 2 ans, on s'est dit, la première chose que j'ai dit, et d'ailleurs avec ma collègue avec qui je pilote ce dispositif, c'est Aude Gérard, qui est de la direction de la REF3. La feuille de route métier d'avenir REF3, on s'est dit, mais qui sait ce que ça veut dire REF3? REF3, ça ne parle à personne. Et la première chose qu'on a faite, je m'en souviens, c'est un peu le discours qu'on a, il faut vraiment vulgariser ce que c'est que REF3, mais de manière très concrète, parce que les gens ont besoin de savoir sur leur territoire ce qui est en train de se passer. Et c'est important qu'on puisse mettre en place des webinaires, notamment auprès des professionnels de l'emploi et de la formation. Je remercie ces 2 RP qui nous accompagnent dans cette trajectoire. Et puis, un autre enjeu pour nous, si vous voulez, qui est important, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question du diagnostic des territoires. Quel diagnostic est fait sur chacun des territoires? Alors, vous pouvez avoir des études régionales ou nationales, mais globalement, comment ça se passe? Ça se passe sur les territoires. Et les territoires, c'est vraiment le vecteur de compréhension de ces transformations. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. L'autre élément qui me paraît aussi important, c'est la question de l'accompagnement. Il faut qu'on accompagne l'ensemble des demandeurs d'emploi, des salariés, pour qu'ils puissent se rendre compte que ces transitions, vous l'avez évoqué, c'est aussi une chance, une opportunité de rebondir ou effectivement de trouver une voie un peu plus positive. Et on voit bien que c'est important. Et l'autre élément aussi qui me paraît aussi important, et on l'a bien vu dans le cadre des parcours qu'on a pu mettre en place pour la filière batterie, mais aussi pour la filière nucléaire. Vous savez qu'on intervient beaucoup sur la filière nucléaire avec, dans le cadre de la construction de PR2 et le partenariat qu'on a avec l'Université des métiers nucléaires. On est obligé de mettre en place des parcours sur mesure. Vous n'avez pas forcément la logique de se dire c'est le besoin de l'entreprise qui est prégnant. Oui, OK, on prend en considération cette donnée. Par contre, il faut le prendre en considération aussi, la demande d'emploi sur un territoire. Il faut qu'on puisse être en capacité de dire quels sont les publics sur nos territoires, quels sont leurs niveaux de qualification, et on sait pertinemment sur notre territoire des Hauts-de-France, le niveau de qualification est quand même assez faible, donc il faut qu'on touche tout le monde. Parce qu'on parle beaucoup de grands systèmes, à un moment donné, les habitants des Hauts-de-France, il faut qu'ils se sentent concernés par ces questions de transition, et donc c'est pour nous important d'aller sur l'ensemble des territoires et de porter la parole des nouveaux métiers qui se transforment, mais globalement, quand on regarde un peu l'offre qu'on a pu faire un diagnostic avec Aude Gérard, il n'y a pas beaucoup de nouveaux métiers. Il y a beaucoup de métiers qui se transforment, ça c'est évident. Et ça, c'est important qu'on puisse anticiper. Puis un autre sujet qui est aussi important pour nous, c'est la question de l'attractivité. On parle beaucoup de décarbonation de l'industrie et de bâtiments durables. Eh bien, il faut qu'on mette en place des actions de proximité, d'attractivité des métiers, des formations. Et donc, on met en Hauts-de-France des événements
On a mis en place un événement l'année dernière sur le véhicule électrique. Et on refait la même chose, un vocable qu'on appelle ADECREF 3, mon métier de l'avenir en Hauts-de-France, et on va le faire sur le BTP durable. Donc, on voit bien que ces initiatives, alors elles peuvent être un peu modestes, mais en même temps, il faut qu'on touche vraiment l'habitant sur le territoire. Peut-être pour poursuivre, on a peut-être à l'échelle, je pense qu'à l'échelle nationale, on est les premiers à avoir mis en place un programme filière d'avenir dans le cadre de ce qu'on appelait auparavant le PRF. Maintenant, on appelle ça se former en région. Alors, pourquoi on l'a fait? Pour la simple et unique raison, c'est qu'on s'est rendu compte, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait, notamment pour la vallée de la batterie, c'est que les produits de formation qu'on avait, des fois, ils ne correspondaient pas forcément à ce qui était attendu. Bon. Et donc, on s'est dit, tiens, on va mettre en place, dans le cadre du nouveau marché, un programme qui permet effectivement d'avoir un certain nombre de l'eau à l'échelle régionale. Parce que ce qu'on dit aussi pas, c'est que qui dit transformation, dit évolution des métiers, dit ingénierie de formation, dit plateau technique de formation, dit formation de formateurs. Donc, effectivement, il a fallu qu'on mette en place un programme dédié sur les filières d'avenir. On était en train de travailler sur le sujet, notamment ce matin avec une Gigafactory qui est sur le territoire. Et on se disait, tiens, comment on peut mettre en place ces modules particuliers pour ces entreprises? Les modules qu'on mettra en place sur ces formations, c'est des modules qui concernent l'ensemble de la filière. On n'est pas sur une réponse à une entreprise. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il nous faut aussi faire preuve d'innovation pédagogique. Je pense que c'est important. Et on n'a jamais autant travaillé, je peux vous le dire, avec l'appareil de formation en proximité, avec les entreprises, avec les branches, avec l'ensemble des acteurs qui peuvent effectivement nous permettre d'identifier ces métiers et de travailler sur le contenu de formation. Un autre élément qui me paraît important aussi, c'est peut-être à terme la création de campus, des métiers liés à la transition. Alors, on est très ouvert, très à la pointe sur le sujet. On sait qu'il y a un certain nombre de campus des métiers qui y travaillent. On a évoqué la question de la formation continue. Mais ce que je peux vous dire en Hauts-de-France, c'est que ce travail-là se fait toute votre formation confondue. On voit bien que tout est en mouvement, l'alternance, la formation initiale. Et on voit bien que ces sujets-là, alors même s'il est perfectible, il reste quand même extrêmement avancé sur ces questions. Et on est aussi obligé de se dire, c'est dans les territoires que ça se joue, et d'animation de réseaux territoriaux. Et on espère beaucoup dans le cadre des comités locaux pour l'emploi, parce qu'on a fait en sorte aussi que la question REF 3, elle s'intègre dans les feuilles de route des comités locaux pour l'emploi. Elle intègre aussi la feuille de route régionale du corps, du comité régional pour l'emploi, parce qu'il y a effectivement une commission qui s'appelle un comité anticipation qui permet d'anticiper les besoins en compétences. Et ça, c'est important de le rappeler. Un autre élément peut-être pour poursuivre le sujet, une illustration très concrète, et c'est une fierté avec Christophe et Mathieu, c'est que sur le territoire de Douvrin, il faut le dire, c'est Stellantis qui fermait ses portes, des salariés qui se retrouvaient sans perspective pour certains d'entre eux. Donc, on a permis effectivement de construire des passerelles. On est très fiers de ça en Hauts-de-France, entre des salariés de Douvrin et effectivement un CC, en mettant en place, d'ailleurs en finançant, un plateau technique de formation de batterie qui s'appelle le Battery Training Center, financé à part égale par l'AFPI, Stellantis et la région. On est très fiers de ça parce que ça a permis aujourd'hui de permettre à des salariés de Douvrin de rebondir sur un CC. L'autre élément qui me paraît aussi important, c'est la question du bâtiment. On voit bien qu'il y a aussi cette nécessité de travailler sur la performance énergétique, vous l'avez évoqué, l'utilisation effectivement de matériaux biosourcés. On met en place par exemple sur le projet ERBM, engagement pour le renouveau du bassin minier, des formations sur le recyclage hybride, par exemple. Vous voyez, on met ça en place. On met aussi en place un certain nombre de travaux sur le BIM. On va aussi évoquer la question de l'IA aussi, qui va aussi intégrer les travaux. Donc, on voit bien que les choses évoluent de manière extrêmement rapidement. Donc, sur la question de l'économie circulaire, on a une école, vous l'avez évoqué, FEDEREC, l'école du recyclage. Donc, tout ça, c'est en mouvement. On est très content que ça se mette en place en Hauts-de-France. Et puis, on est très content d'être salué par le rapport du Shift. Perspective et vision d'avenir. Alors, est-ce qu'on a une vision d'avenir? Oui. On a fait le choix en Hauts-de-France d'anticiper, de former et d'innover pour sécuriser les parcours. Ça, c'est clair. La dynamique, elle a été saluée par le Shift et on est très content. Alors, je vous dis, on est content, mais en même temps, on sait qu'il va falloir qu'on massifie de manière très claire, qu'on étend les dispositifs pour toucher tous les publics, parce que tous les publics doivent être effectivement en capacité de pouvoir se dire c'est possible pour moi. Notamment les femmes, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a un sujet mixité dans ces métiers, et on ne peut pas faire sans les femmes. Donc, ce n'est pas le tout de dire on va féminiser les métiers, mais surtout comment on fait, parce que ce terme-là, j'ai souvent entendu, mais moi, c'est le comment qui m'intéresse. L'autre élément, c'est la transformation culturelle, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure,
c'est effectivement intégrer les enjeux écologiques dans toutes les formations. Et nous, on essaie de le faire, évidemment, à notre niveau, mais je pense que ça doit être dans toutes les formations, toutes les formations confondues. Et puis, le nerf de la guerre, c'est toujours pareil, c'est la question d'anticipation. Plus on sera en capacité d'anticiper les besoins en compétences, plus on sera en capacité, effectivement, de permettre le temps, parce qu'il y a du temps long pour la formation initiale, c'est un temps court pour la formation continue, mais donc on a besoin d'avoir ces éléments bien en amont pour pouvoir avancer. Merci Djalil. On a parlé tout à l'heure que pour que la transition puisse s'opérer, il fallait qu'elle soit aussi incarnée à travers le dialogue social. S'il y a un lieu où le dialogue social s'incarne, c'est chez Transition Pro. Et ça tombe bien, puisque Transition Pro de France, vous portez un programme qui s'appelle Décarbone Pro. Et je vais inviter Mathieu et Christophe à nous le présenter plus en détail sur la genèse et aujourd'hui le programme, comment il vit. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, Transition Pro donc, est une association qui accompagne les transitions des salariés, exclusivement des salariés. C'est un point qui est important. On a beaucoup parlé là, de secteurs d'activité qui sont faciles dont la planification de la décarbonation est plutôt facile à organiser. Hein. Ce sont des gros enjeux que l'automobile, le bâtiment. Et donc, si je prends les trois grands moments d'émissions de CO2, vous avez bien donc le transport, la mobilité, vous avez bien comment vivre, et le dernier, c'est la consommation. Et si vous regardez la répartition de tout ça dans les scopes d'émissivité, en fait, on décarbone assez facilement scope 1, scope 2 par une politique que je veux dire planifiée, centralisée. Le scope 3 est beaucoup plus compliqué. Et le scope 3, en fait, s'adresse essentiellement à des entreprises qui sont de type distribution. Il ne vous a pas échappé que la métropole lilloise et la région dans ces grandes masses est une région qui est très très liée au monde de la distribution, de la vente à distance, etc. Et donc, il nous a paru important, nous, de se dire comment ces entreprises-là vont réussir à aborder le sujet. Et puis, comme on est paritaire, on s'est dit, OK, c'est quand même des gros employeurs, c'est des gros enjeux d'emploi, il faut sécuriser tout ça. Et pour sécuriser, il faut que les salariés soient pris en compte. Alors, pour faire bouger une entreprise, c'est assez simple, soit il y a une contrainte réglementaire, hein, c'est ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, soit il y a une contrainte de business. Et donc, il y a un risque pour le business. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est si c'est le patron qui définit le risque et qui dit à ses salariés, le risque c'est celui-là, vous allez bosser comme ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de créer un dispositif qui permet, via le dialogue social, en entreprise, de mettre en évidence, par une démarche qui est construite, qui est structurée, hein, qui est appuyée sur des outils qui sont externes, c'est vraiment du conseil, qui va permettre de mettre en évidence pour le dirigeant et pour les salariés le risque potentiel sur le modèle économique. Et qui dit risque sur le modèle économique, dit risque sur l'emploi, dit risque sur la compétence. Voilà, donc on a créé en fait un projet donc, qui va démarrer en 2026 pour répondre à Cécile. Hein, on est en train de lever les fonds pour avoir notre premier salarié sur ce sujet-là. On est tout à fait accompagné par l'État et on remercie l'État. Et donc, à partir de 2026, on va mener des campagnes avec les entreprises volontaires pour les accompagner sur l'identification des risques contraints par la transition énergétique. Et puis Cécile l'a dit, la transition énergétique, c'est moins de pétrole, donc c'est moins de flux, c'est moins de produits, c'est moins de plein de choses. Voilà. Donc qu'est-ce que ça change sur une entreprise, par exemple, de la distribution? Voilà. C'est ça qui va nous intéresser. Donc ça, c'est les grandes lignes. Alors vous avez la slide, je ne vais pas la commenter. On démarre effectivement par un diagnostic initial et l'identification des vulnérabilités. On va ajouter dans les vulnérabilités la partie environnementale au sens strict du terme. Quand vous habitez dans le Pas-de-Calais, dans la vallée de l'Aa, du côté de Saint-Léonard, et que vous vous êtes fait inonder 3 fois de suite en 2023-2024, vous savez qu'il y a un risque. Ce risque est parfaitement identifié, il est parfaitement clair. Quand on regarde les projections sur les évolutions des journées très chaudes, des journées très pluvieuses, quand on regarde ce qui s'est passé dans le sud avec des inondations soudaines à fin septembre par des orages, ok, c'est un risque potentiel d'inondation d'une entreprise, voilà, basiquement. Donc ça fait partie du risque. Quand on est un distributeur automobile et que votre showroom a été complètement inondé, il y avait 400 véhicules dedans, vous venez de perdre 400 véhicules. Voilà. Donc ça, c'est un impact direct sur le modèle économique. Vous avez mis vos salariés en chômage partiel parce qu'ils ne pouvaient pas bosser. C'est désagréable pour les salariés, c'est désagréable pour le chef d'entreprise. Voilà. Donc tout ce qu'on veut faire dans cette démarche de Décarbone Pro, c'est de mettre ça en évidence, en commun, entrepreneurs, le dirigeant et les salariés. C'est très important d'avoir les salariés. Et puis après, qu'ils décident de manière collaborative de la mise en place d'un plan d'action. Et c'est eux qui vont le choisir.
c'est eux qui vont le choisir. Sauf que les personnes qui accompagnent sont des personnes formées au risque de transition énergétique et écologique et donc sont capables de leur dire cette décision-là, peut-être qu'elle génère un autre risque. Et donc, êtes-vous bien sûr de la prendre? Voilà. Christophe, je te passe la main. Merci Mathieu. Ce qui est important de voir, donc au-delà du modèle économique, je suis un syndicaliste, c'est le risque humain. Le risque humain qui est pour moi une priorité. Décarbone Pro, je vais remettre un peu l'église au centre du village. C'est vrai que j'ai été cité dans le rapport, je remercie qu'on retienne notre initiative. C'était avant tout un projet de Mathieu Tesnas qui a su m'embarquer dans cette réflexion. Pas simple, puisque Transition Pro travaille sur d'autres projets avec ses propres moyens, sur l'intelligence artificielle, sur la problématique des seniors, et est à vocation maintenant de devenir une association en gestion de projet et non plus en gestion de dispositifs. Parce que demain, on a besoin vraiment d'accompagner tous ces projets et au travers des dispositifs qui existent. L'idée qui était avec Décarbone Pro, c'était comment aborder un sujet qui est descendant. Un sujet qui est descendant. Et quand je dis descendant, c'est parce que, oui, on a la contrainte. Et lorsqu'on a une contrainte dans l'entreprise, oui, il faut décarboner. Les salariés répondaient, c'est pas mon problème, c'est le problème du patron. Voilà, c'est simple, c'est très clair. Et c'est vrai. Alors qu'au fond, les salariés sont tout à fait conscients des enjeux climatiques et de la décarbonation. Donc, l'idée, c'était au travers du dialogue social, d'avoir un outil paritaire qui calcule la trajectoire et qui mettent tout le monde autour d'une table et qui se disent, voilà, on a 5, 10, 15 ans. Moi, j'y vais plus loin parce que je suis interpro, et de proposer surtout aux petites entreprises qui n'ont pas parfois ces moyens d'accompagnement, d'être accompagnées par un outil paritaire qui sont en capacité de financer ou par des boîtes, des entreprises de conseil qui pourront les aider. Et le fait que ce soit les salariés et l'employeur qui construisent le changement, qui conduisent le changement au sein de leur comité d'entreprise, au sein de leur entreprise, et pourquoi pas d'aller jusqu'à le reconvertir l'entreprise en entier, nous, ça nous va bien. Parce qu'en réalité, c'est ce que veulent les salariés. Les salariés aiment leur entreprise, les salariés aiment leur territoire, et les salariés sont responsables et ne sont pas parfois, comme on dit, des Gaulois réfractaires qui se refusent de tout. Il fallait que je la place, je suis désolé. Et elle était facile. Donc, je m'excuse. Donc, le projet Décarbone Pro est piloté par les partenaires sociaux. On associe l'État et je ne vous cache pas, la région nous a rejoints sur d'autres projets et je sais très bien que la région va nous rejoindre par automatisme dans ce projet-là pour faire en sorte d'accompagner ces entreprises et ces salariés en territoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ce quadripartisme opérationnel, quand je dis quadripartisme, partenaires sociaux, État, région, pourquoi je dis opérationnel? C'est vrai qu'il y a des structures comme le corps, ce sont des structures politiques. Nous, on veut rendre opérationnel ce qui est mis en politique. Et ça, c'est important. Et c'est ce que les gens attendent en territoire, les salariés et les entreprises. Mais c'est aussi apporter un gage de neutralité, puisque ce sont les partenaires sociaux qui pilotent l'outil paritaire. Donc, on va s'adresser à des entreprises. Le patron sera rassuré puisqu'il y a les 3 OS qui sont présentes. Les 3 OP, pardon, autant pour moi, et les 5 OS qui seront présentes de l'autre côté pour assurer les partenaires sociaux, les syndicalistes de l'autre côté. Donc, un outil qui est là pour guider. Et après, on va me dire, mais comment on fait? Parce que là, Transition Pro, c'est le PTP pour accompagner individuellement, mais non, on peut faire du collectif aussi, ça existe. Et on l'a démontré avec Transco, avec Stellantis. Voilà. Où on a fait très fort. Je vous remercie. Ça n'a pas été simple, puisque dans ce projet, c'était à la fois d'embarquer un territoire, une entreprise, des salariés, un État, une région, mais on a démontré qu'on peut le faire. Donc, c'est important demain d'apporter cet accompagnement aux salariés et aux entreprises qui, eux, vont définir leurs compétences de demain, parce que il y a un truc qui me sidère, c'est qu'on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, alors que ceux qui savent piloter l'entreprise, ce sont les patrons et les salariés de la propre entreprise. Et c'est eux qui seront demain en capacité aussi de définir avec le conseil comment on va transformer notre entreprise pour garder ce business, et là je renvoie la balle au patron, dans leur territoire. Voilà. Donc tout ça, il faut que ça se mette en place. On y avance. Merci de nous avoir retenus. On est écouté. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Effectivement, Mathieu l'a dit, on est en train de collecter les fonds. Donc, et demain, on espère, j'espère bien avant la fin de l'année, embaucher notre premier salarié au sein de l'association paritaire pour commencer ses premiers diagnostics et après lancer petit à petit la mécanique. Voilà.
Merci Mathieu, merci Christophe. Vous avez parlé tout à l'heure de contraintes réglementaires, de contraintes de business pour avancer. J'avais envie aussi d'ajouter des opportunités de business, parce que la transition écologique, c'est également des opportunités qui peuvent apparaître et à nos entreprises et aux salariés qui y travaillent de pouvoir les saisir. Et je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a un aspect positif dans cette dynamique et pas que des contraintes, que ce soit réglementaires ou d'activités, qui viendraient en fait emmener les acteurs à bouger. Une petite traduction quand même pour les personnes qui sont derrière leur écran. OS, organisation salariale, syndicale, et OP, organisation patronale. Désolé, mais on va éviter les acronymes. Je m'excuse. C'est plus simple pour tout le monde. Merci. Je vous propose de passer, on a parlé tout à l'heure et dans l'intervention de Cécile, de l'importance, de la place des organismes de formation dans cette transition. Même si on voit que le marché il est encore embryonnaire en termes de demande de formation, ça décolle progressivement, mais il y a quelque chose, une vague qui est en train d'apparaître, qui touche aujourd'hui peut-être davantage les dirigeants, les cadres, mais qui petit à petit va également s'élargir et toucher l'ensemble des salariés. Du coup, Jean-François, pour le compte des acteurs de la compétence et à travers l'organisme de formation où vous travaillez, si vous pouvez nous expliquer comment cela s'incarne concrètement et avec un exemple que vous pourrez nous présenter. Oui, alors effectivement, déjà dans un premier temps, une présentation brève de la Fédération des acteurs de la compétence qui représente l'ensemble des acteurs du développement de la compétence. Donc ça va des éditeurs de contenu aux créateurs de solutions pédagogiques, les organismes de formation, les certificateurs. Donc c'est une fédération qui a plus de 30 années d'existence, comme vous le voyez à l'écran, plus de 1400 entreprises adhérentes. Et c'est organisé en délégations régionales, il y en a 13. Moi, je vais évidemment aujourd'hui faire le focus sur la région Hauts-de-France qui nous anime. Donc c'est un compte de 67 adhérents pour 103 établissements de formation. Hein. Alors, comme Cécile l'a bien dit, sans transformation et adaptation des compétences et des emplois, pas de transition écologique possible. Moi, je reviendrai sur le manque de formation, le manque de vision systémique. D'un côté, une offre de formation, vous l'avez bien dit Cécile, et ça c'est une réalité, qui n'est pas encore alignée sur les enjeux de la transition écologique. Et de l'autre, des acheteurs, les demandeurs de formation qui, eux, n'ont pas encore totalement intégré la transformation des emplois et des compétences, et qui, dans le même temps, n'est pas une demande qui est encore à la hauteur des enjeux. Et ça, je pense qu'effectivement, Djalil, vous l'avez parfaitement précisé. Alors, je ne vais pas revenir sur les leviers que vous avez à l'écran. Cécile, vous nous en avez fait une parfaite présentation. J'appuierai juste sur 2 points. Le point 2, développer des ingénieries pédagogiques favorisant le passage à l'action. Cécile nous a précisé que les formats devaient être adaptés. Et moi, j'appuierai effectivement sur ce point, le fait notamment de l'acculturation des salariés, des collaborateurs d'entreprise peut difficilement se passer, si on souhaite favoriser le passage à l'action, sur des formats, des capsules vidéo de 30 minutes. J'ai pointé, j'ai fait ma capsule et je pars au sujet qui suit, en fait. Deuxième point, sur le dialogue nécessaire entre offreurs et demandeurs de formation, et le dialogue nécessaire en amont, c'est-à-dire de pouvoir ensemble définir des critères qui soient lisibles, pertinents et vraiment incitatifs en faveur de la transition écologique. Alors, avant d'aller sur les moyens d'action à proprement dit, pour nous, organismes de formation, comment accompagner cette transition écologique? Ça m'apparaissait important de revenir sur ce qu'on pourrait appeler la balance des bénéfices-risques. Alors, un bénéfice que vous avez parfaitement ciblé à l'instant, qui est de dire c'est avant tout une opportunité business, une opportunité d'affaires. Vous avez ciblé, Cécile, quasiment 1 million d'actifs formés. Moi, j'ai repris les chiffres du secrétariat général pour la planification écologique. Exactement 880 000 actifs à former d'ici 2030. Donc, c'est une opportunité d'affaires. Autre bénéfice qu'on peut identifier, c'est le fait que aujourd'hui, dans le contexte actuel des choses, pour les acteurs de la compétence, pour les organismes de formation plus particulièrement, on parle beaucoup de lutte contre la fraude, avec des contrôles permanents et récurrents. C'est le moment, grâce à cette transition écologique, d'en faire une opportunité et de remettre le rôle central des organismes de formation, de remettre l'église au milieu du village, si je reprends votre terme, Christophe.
et d'appuyer sur le rôle social et sociétal des organismes de formation, qui a toujours été un acteur majeur des transitions. Là, on parle aujourd'hui de transition écologique, mais c'est le cas également pour les transitions économiques et sociales du pays. Puis alors, le risque, il est assez simple, c'est le risque de l'inaction et le risque d'être hors jeu, en fait, et le risque d'être complètement à côté du marché. Alors, quels sont les moyens d'action, moi, concrètement, en tant qu'organisme de formation, comment je peux agir? Alors, ça va passer par la démarche d'acculturation, de sensibilisation, de professionnalisation des collaborateurs dans nos organismes de formation. Et j'ai envie de dire que c'est le point de départ de toute bonne démarche de projet qui se respecte. J'appuierai également sur l'évolution de l'offre. Cécile l'a bien expliqué, c'est le problème quand on arrive en bout de course. Cécile, vous l'avez parfaitement expliqué, mais une évolution de l'offre qui s'opère sur 2 focales précises, les compétences métiers à proprement dit et les compétences transversales utiles à la transition écologique. Je prendrai notamment un exemple, la compétence transversale de prendre des initiatives pour trouver une solution adaptée. On peut notamment, dans le cas de l'adaptation des horaires de travail, y voir un sens précis, notamment dans l'adaptation de ces horaires face au changement climatique. Également, évolution de l'offre, mais aussi évolution des modalités de formation. Et là, ça passe par une analyse de la durabilité des modalités pédagogiques proposées. Je reprends un autre exemple qui a été dit aujourd'hui, l'exemple de l'intelligence artificielle, et j'ai noté le terme, un usage juste. Nous, effectivement, aux acteurs de la compétence, et en tant qu'organisme de formation, c'est pouvoir se questionner sur le sujet. L'intelligence artificielle qui permet à la fois la personnalisation, voire l'optimisation des parcours de formation proposés, mais qui pose effectivement de gros sujets et enjeux d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue éthique. Pour nous, organismes de formation, c'est aussi pouvoir partir d'un existant, de partir des projets de l'OF actuellement, et se poser la question suivante, mon projet, mes projets dans mon organisme de formation, est-ce que ça répond de près ou de loin aux enjeux de la transition écologique? Prenons un exemple, je renouvelle mon plateau technique, les investissements sont lourds. Est-ce que le renouvellement de ce plateau technique prend en compte dès aujourd'hui les compétences visées, comprenant la transformation de ces compétences eu égard de la transition écologique? Et ça, c'est important de se poser la question dès aujourd'hui. Et puis, un autre exemple, je vous ai ciblé là sur la diapo que vous avez à l'écran, la démarche qualité. Prenons l'exemple de la certification Calliope, qui, de manière intime dans son référentiel, je vais notamment cibler l'indicateur 24 du dit référentiel, comment je prends en compte l'évolution des compétences des métiers et des emplois. Et bien là, la transition est toute faite en prenant en compte les évolutions des métiers et des emplois eu égard de cette même transition écologique. Ça nécessite bien évidemment une veille particulièrement accrue sur ces domaines métiers propres. Et un quatrième moyen, un quatrième levier d'action pour les organismes de formation, là qui est plus de favoriser, viser une approche globale et structurée. Et pour ce faire, je vais partir du témoignage du réseau AREPO de France, qui est le réseau des centres de formation continue dans l'enseignement catholique, qui est un réseau qui a plus de 50 années d'existence et qui comprend plus de 40 centres répartis sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Alors, le réseau a fait le choix de s'inscrire sur une démarche de performance globale. La performance globale, c'est quoi? C'est aligner à la fois la performance financière et la performance extra-financière du réseau. Et ça a démarré par la publication d'un engagement fort que vous avez à l'écran, donc je vais pas faire, je vais pas le relire, mais cet engagement démontre un engagement ambitieux de nos administrateurs de pouvoir inscrire notre réseau dans une démarche responsable. Donc c'est
évidemment, cet engagement initial, cet engagement politique, c'est une étape indispensable à la réussite de tout projet qui va avec. Alors, cet engagement, il s'inscrit selon les principes de responsabilité sociétale qu'on appelle RSE, RSO pour responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Et on a souhaité effectivement que cet engagement, il s'aligne avec les principes et les lignes directrices de l'ISO 26000, qui est organisé selon, alors je ne vais pas faire un cours de théorie aujourd'hui, mais qui est organisé en 7 piliers, 7 questions centrales bien précises. Et bien évidemment, sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, le sujet de la responsabilité environnementale, qui comprend ensuite des domaines d'action bien particuliers. On peut citer la prévention de la pollution, on peut cibler l'utilisation durable des ressources ou encore les adaptations nécessaires face au changement climatique. À noter que cette démarche, c'est une démarche qui est volontaire, qui est non contrainte, mais c'est pas parce qu'elle est non contrainte qu'elle n'est pas contraignante et qu'elle n'est pas engageante. Hein. Et donc pour ce faire, on a souhaité pouvoir s'appuyer sur un label, sur des référentiels existants pour venir finalement accompagner et faciliter la prise en compte de ces enjeux. Donc, on s'est orienté effectivement vers un label qui est le label de l'Agence française de normalisation, AFNOR, qui s'intitule Label engagé RSE. Alors, moi, j'ai pas l'étiquette AFNOR aujourd'hui, c'est pas le but, mais on a fait le choix de ce label parce que c'est un référentiel qui est à la fois très bien structuré, structurant, et qui est connecté aux autres référentiels de développement durable. Je peux citer notamment les 17 ODD de l'Organisation des Nations Unies. Je peux cibler également les principes de la déclaration de performance extra-financière, mais c'est également un référentiel qui permet de préparer les entreprises qui s'y engagent au principe de reporting de durabilité ex-CSRD. Alors, cette démarche s'est initiée en 2 temps, en fait. Hein. Un premier temps d'aller chercher la labellisation pour la tête de réseau à Repo de France, avec comme premier point la professionnalisation des collaborateurs de la tête de réseau sur le sujet de la responsabilité sociétale. Alors, à titre personnel, moi, j'ai bénéficié d'une professionnalisation. J'ai noté également un chiffre de votre part, Cécile. Vous avez dit moins de 1% des formations commandées dans le cadre du CPF sur le sujet de la transition éco. C'est ça ? 1,3% exactement. Donc, on fait partie de ce 1,3%. Je vous le dis. Qui a passé effectivement suite à cette professionnalisation par un diagnostic fin des enjeux pour le réseau Repo de France, mais pour l'ensemble de son environnement, ce qu'on appelle des parties prenantes, sur chacune des questions centrales de cette fameuse responsabilité sociétale. Issue de ce diagnostic, des actions à mener et un plan d'action structuré. En précisant que cette démarche, c'est une démarche holistique, c'est-à-dire qu'elle se doit de prendre en compte la question posée dans une globalité. Je vais vous prendre un exemple qui me vient à l'esprit, le sujet du télétravail. Le télétravail, on peut très bien se dire, ben voilà, prévention de la pollution, dialogue social, voilà. J'acte le télétravail. Cette norme et cette démarche, elle oblige et elle implique le fait de se poser la question de la performance financière et extra-financière de la mesure qui vient d'être prise. Okay. Comment j'embarque la gouvernance, comment j'embarque le dialogue social et quel impact pour mes clients, pour les bénéficiaires des services que je propose. Okay. Bien évidemment, ce plan d'action structuré, ben, il est suivi. Il y a une évaluation de la performance qui est faite et ce qui permet la capitalisation des bonnes pratiques. Alors, pour la petite histoire, on a été évalué sur ce référentiel en juillet 2025 et comme vous le voyez à l'écran, le label a été obtenu sur le niveau confirmé. Et puis, une étape qui est l'étape, j'ai envie de dire, la plus importante, c'est comment embarquer et comment accompagner les structures adhérentes de notre réseau, donc les 40 centres que je vous ai évoqués à l'instant. Ça va passer par
j'ai envie de dire une démarche assez similaire. En tout cas, les principes vont être les mêmes, avec une acculturation, une professionnalisation des collaborateurs existants. On identifie à peu près 600 collaborateurs sur le réseau, toutes structures confondues, avec le déploiement d'un kit outil qui doit à la fois permettre à nos structures adhérentes de s'outiller sur le sujet, de valoriser les actions qui sont déjà menées, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais elles sont parfois assez peu structurées entre elles, et de répondre aux exigences de responsabilité sociétale. Une autre étape qui sera effectivement le suivi de cette démarche, et le fait de pouvoir challenger les structures adhérentes sur les 7 questions centrales de responsabilité sociétale, et pas le faire une fois. Parce que faire bien les choses une fois, c'est bien, mais le suivre dans le temps, c'est bien plus compliqué. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de poursuivre cet effort dans le temps. Et puis, une question qu'on posera dans un second temps, qui sera le sujet de la labellisation et le déploiement d'un référentiel, qui serait peut-être un référentiel propre, voire pouvoir s'appuyer sur un référentiel externe. Merci Jean-François. Merci à vous. Alors, tout d'abord, félicitations pour l'obtention de ce label. Merci. C'est vous dire que si vous ne l'aviez pas eu, peut-être qu'on ne vous aurait pas invité. Bon, je plaisante évidemment. Merci. Puis, on sera intéressé par le suivi et les résultats que ça génère, puisqu'en fait, ce n'est pas un label pour un label, mais c'est un label parce que c'est aussi une façon d'ancrer des nouvelles pratiques et des objectifs qui sont au bout. Je vous propose de passer aux questions que vous avez pu nous poser sur le fil de conversation. Et donc, on a une première question. Et en effet, quand on parle de transition écologique, parfois, ça chamboule le modèle économique. Et donc, on a une question autour de l'achat de matériel, et spécifiquement dans le transport routier, entre le prix d'un camion en version thermique et le prix d'un camion en version électrique. On est dans un rapport de 1 à 3 quasiment. Et finalement, comment on va trouver un modèle économique, comment on va trouver des sources de financement qui permettent d'assurer en fait, le modèle économique et la stabilité de l'organisme de formation qui se doit finalement de passer à de nouveaux matériels. Et donc la question qui va derrière, c'est est-ce que ce modèle économique nouveau à construire, il passe peut-être par davantage de mutualisation? Alors je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite prendre la parole sur cette question. Christophe disait légitimement que c'est une question de patron. Voilà. Donc en tant que patron, je vais prendre. Alors, effectivement, l'électrification, c'est cher à l'achat. Après, ce qu'on ne dit pas suffisamment sur l'électrification, c'est ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership. Donc, ce qu'on paye à l'achat, en fait, on ne le paye plus une fois qu'on utilise. Les 115 000 € du camion thermique, c'est les 115 000 € à l'achat. Et en revanche, les coûts de maintenance et les coûts qui sont liés à l'achat du carburant sont nettement plus élevés que les coûts de maintenance et les coûts d'achat de l'électricité. Donc effectivement, le modèle économique change puisqu'il faut mettre plus d'argent au démarrage, donc il faut peut-être l'étaler sur plus longtemps, sous forme de prêt, de crédit bail ou de leasing. Mais en tout cas, si on prend le coût global de l'électrification aujourd'hui, il est inférieur à l'exploitation thermique. Alors, Christophe, qui est dans ce secteur d'activité-là, peut en témoigner, puisqu'aujourd'hui, sa flotte a été électrifiée. Et aujourd'hui, on n'a pas encore le rétexte complet, mais d'un point de vue salarial, c'est plutôt positif. Des salariés, pardon, c'est plutôt positif. Et je vais faire la transposition aux particuliers. Un véhicule électrique aujourd'hui, c'est plus cher à l'achat, mais c'est nettement moins cher à l'utilisation, y compris dans les coûts de maintenance. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on doit, nous, adapter dans notre manière de consommer. Christophe, un complément? Je dirais simplement qu'il est important que ça marche dans les deux sens. Il y a la formation des salariés, mais aussi le matériel qui doit évoluer. On le sait très bien. Sans être comptable, l'avantage pour les entreprises, l'avantage du camion à 350 000, c'est qu'il est amortissable. Beaucoup mieux que le carburant, lorsqu'on met tous les jours dedans, ne l'est pas. Donc, il y a aussi, il y aura toute une réécriture peut-être à faire, mais ça, c'est pas de notre domaine. Mais on ne peut pas d'un côté former les salariés à la transition écologique et d'un autre côté, oui, c'est aussi des questions qu'on doit se poser et on doit apporter ces solutions. Ça doit apporter ces solutions. Et puis, comme le disait très bien, je pense qu'on est tous conscients, lorsque actuellement, là, le prix du pétrole n'est pas trop élevé, mais lorsqu'on va revenir à un prix du pétrole à 2 € le litre et qu'on fera le plein, on se dira, ce qu'on fait un véhicule électrique, c'est intéressant aussi. Voilà, merci. Cécile, peut-être pour compléter?
là-dessus, parce que cette remarque, effectivement, fait écho à d'autres témoignages que nous avons recueillis d'organismes de formation qui ont besoin d'investir dans des plateaux techniques. Alors là, c'est sur des flottes de poids lourds, mais ça peut être, je pense aux pompes à chaleur, par exemple, avec des investissements qui sont souvent assez conséquents, et l'impératif de continuer à former les professionnels sur les anciennes techniques. Parce qu'on a besoin de savoir réparer aussi bien une chaudière à fioul qu'une pompe à chaleur. Donc ça, c'est vrai que c'est un défi d'investissement, c'est même un défi de place quelquefois pour les centres de formation, et des solutions avancées. Alors que c'est un défi plein et entier. Je vois des belles alliances qui sont faites avec les fabricants du côté des PAC, et donc j'imagine du côté des fabricants de poids lourds que ça pourrait être la même chose, hein, qui ont aussi intérêt quelque part à quelquefois mettre à disposition à titre gracieux ou avec des conditions avantageuses leur matériel pour que ce soit le support de formation. Et puis des mutualisations, effectivement. Alors ça peut être mieux utiliser le plateau technique. Par exemple, s'il est dans un lycée pro, eh ben, on peut aussi faire des trucs en cours du soir, on peut aussi faire des trucs pendant les vacances d'été pour la formation professionnelle, et donc ça sert plus de public. Au-delà de ça, avec des plateaux qui sont mutualisés entre plusieurs centres de formation. Je pense à l'initiative Praxibat, par exemple, dans le domaine du bâtiment. Alors, en effet, la question globalement des équipements et donc des plateaux techniques, c'est un enjeu de la transition écologique, mais j'ai envie de dire c'est un enjeu tout court du modèle économique de l'organisme de formation. Et en effet, ça passe par de la mutualisation, de la coopération entre organismes de formation. On voit qu'on a une marge assez importante qui est devant nous pour optimiser l'utilisation de ces matériels-là. Et donc, ça supposera en effet aussi de revoir les modes de travail entre organismes de formation et d'essayer de davantage avoir de collaboration, de coopération. Justement, comme vous disiez Cécile, pour reprendre l'exemple, dans des plages horaires qui ne sont pas utilisées, c'est peut-être de mettre à profit ce matériel-là. Et in fine, ça concourt aussi à la transition écologique parce qu'on génère, comme on achète moins, on génère moins de déchets. Et donc, là, ça alimente également la dynamique positive. Il n'y a pas d'autres questions, visiblement, dans le fil de conversation. Parmi les sujets qui ont été évoqués, il y avait le rapport IA et transition écologique et comment on arrive à marier finalement les deux dynamiques, alors que ça ne paraît pas forcément aussi évident. Alors, je vais vous renvoyer, je vais faire un peu de promotion, je vais vous renvoyer vers une table ronde qui avait eu lieu il y a un peu moins d'un an sur le sujet, que le C2RP avait animé, typiquement sur cette thématique auprès des organismes de formation, et comment on arrive à utiliser l'IA, ce qui est à la porte, sans aller trop loin et en l'utilisant pour son juste apport et sans dépasser finalement ce cadre-là et sans l'utiliser, on va dire, de manière trop forte. Donc, je vous renverrai, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, vers cette table ronde. Elle est accessible en replay, ce qui me permet de faire la transition, puisque ce webinaire sera également accessible en replay. Dans quelques jours, vous pourrez accéder, pour ceux qui le souhaitent, le revoir ou tout simplement le voir si vous n'avez pas pu être présent en direct. Vous pourrez donc y accéder en allant sur le site du C2RP. J'en profite pour vous dire également que vous recevrez dans les minutes qui viennent un questionnaire de satisfaction par rapport à ces webinaires et je vous invite à y répondre. Ça nous aide aussi à améliorer notre offre de webinaires et de mieux répondre à vos attentes. Il me reste à remercier l'ensemble des participants. J'espère que ça a été très clair pour vous. Ça a été très enrichissant pour moi, puisqu'on a préparé ensemble les travaux, vos interventions, et c'était très enrichissant. J'espère que ça a été aussi enrichissant pour vous. Merci encore, et merci à vous toutes et tous pour votre participation à ce webinaire, et à très vite.